Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL, tout en français. On revient pour la suite des previews, non pas du tout des previews, des reviews de la saison 2025. Ça commence bien, si je me trompe au 10e mot, c'est déjà bien parti. Pour la review de la saison 2025, on a fait l'AFC Est plus tôt dans la semaine. C'est au tour, et oui messieurs, dames, de la NFC Est. Il faut bien en passer par là. C'est un moment difficile pour chacun d'entre nous, et notamment pour moi, mais aussi pour vous, auditeurs. Alors soyez courageux, soyez avec moi, soutenez-moi, parce que, bah oui, Yaya et Bertrand vont nous parler de leurs Giants. Bon, alors on va en profiter tout de suite pour saluer, avant que vous preniez la parole, le podcast des Giants. On va leur faire un petit coucou, parce qu'ils nous suivent depuis déjà pas mal de temps. Donc on va en profiter pour les saluer. Eux au moins ils sont bien, mais bon, j'ai pas pris les meilleurs. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Mon Yaya, comment ça va? Écoute, ça va très bien. On va parler de la seule division où tout le monde a gagné au moins 2 Super Bowls. Et tu vois, comme ça, les quarterbacks ne font pas des milliers de yards contre des franchises qui ne servent à rien. Et après, on se gosse dessus. Donc voilà, une vraie division historique où ça bataille très fort, où chaque victoire est à l'arraché. Et c'est une vraie division, quoi. C'est pas le Sud. Pardon, je m'étais déjà endormi, excuse-moi. Mon Bertrand est avec nous. Salut mon Bertrand, comment ça va? Eh bien, bonsoir à toi, Flav, bonsoir à Yaya, bonsoir à tous les auditeurs. Écoute, ça va bien. Content de parler d'une vraie division, la division rude, la division qui domine la NFL, la division qui la dominera de nouveau, surtout grâce à une franchise qui est de couleur bleue, blanche et rouge, un peu comme la France d'ailleurs. Tu vois, c'est un peu cette couleur qui domine. On Parle n'est des Patriots? pas pour rien, voilà. Non, vraiment un beau bleu, pas un bleu trop foncé dégueulasse, tu vois, un beau bleu, tu vois. Ah, celui des Cowboys. Non plus, il est Non, bien on a dit pas dégueulasse. Non, sinon, content de parler de la NFCS et on va être objectif. C'est pas la politique de la maison de pas être objectif. Donc, oui, voilà. enfin la politique de la maison, c'est aussi de faire ça dans la bonne humeur, dans le débat et dans tout ça. Donc voilà, on va passer déjà un bon moment. Allez, on va dire 3 gros quarts d'heure ensemble pour parler de cette division, en commençant à tout seigneur, tout honneur par les New York Giants, évidemment, puisque comme la brillante franchise qu'ils sont, ils ont donc terminé dernier de la division cette année, une nouvelle fois, hein, devrais-je dire, une fois de plus, une fois encore. Bon. Je ne sais pas comment, je ne sais même pas comment le dire. Oui, une fois, voilà. En tout cas, ils ont terminé dernier. Tu nous rappelles le bilan? C'est 4 victoires, 13 défaites, hein, c'est ça, hein? Oui. Ouais, c'est pas fameux, dont une défaite, faut-il le rappeler, face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est quand même toujours bon à rappeler. C'est quoi ta note et ton appréciation, mon Yaya? Moi, j'ai mis 11. Toi, t'as mis 11. 11 sur 20, Oui. 11 sur 100, 11 sur 100 sur peut-être. 10. 11 sur 100? 10. 11 sur Non, 10. j'adore qu'un plan se déroule sans accroc, comme disait Hannibal Smith. Un plan sans accroc. Ça, c'est ce que tu appelles un plan sans accroc, toi. Oui, parce que nous, au moins, quand on a décidé de ne plus gagner les matchs, on a réussi à le faire quasiment, sauf bien sûr les 2 derniers matchs, hein, bien entendu. Et je voudrais savoir qui c'est que ça embête le plus d'avoir la défaite contre les Saints. Bon, voilà, la question mérite Alors, d'être personnellement, nous, ça nous embête pas du tout, hein. Mais oui, parce que vous êtes nuls. Vous servez à rien. Voilà, faut dire ce qui est. À part Mardi Gras et qui a lieu au mois de février, c'est le seul bon truc du côté de la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, il y a même des supporters qui refusent d'aller là-bas à cause des alligators. C'est mieux Mardi Gras que d'être gras tous les autres jours, hein. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que je fais du sport, moi, monsieur. Sans doute. Alors, c'est une équipe qui, effectivement, est 4e, C'est nul. Mais voilà. Qui en fait est un peu en trompe-l'œil. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de gros problèmes, notamment en termes de défensif coordinateur. S'il n'avait pas été là, il y aurait eu effectivement les 7 victoires que avait professé notre ami Bertrand. Il y a une chose, c'est qu'un quarterback a été trouvé, Jackson Dart, et il y a eu l'émergence
de Cam Skatebu, qui a montré des choses. S'il te plaît, alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez me sortir votre cahier de correspondance, monsieur, et je vais écrire un avertissement et vous allez aller du côté du directeur. Je vais te laisser développer, mais juste avant, je vois pas où est le trompe-l'œil parce que la franchise a été mauvaise. Ils ont un bilan mauvais, donc il n'y a pas de trompe-l'œil là. Mais c'est. Enfin, ça va, quoi, ça colle. Oui, mais bien sûr. Allez. Non, on a trouvé des joueurs et effectivement, il a manqué justement le petit clic. Entre 2 sur 11. Brian Burns a fait une saison où il est dans le top 5 des sackers. Dexter Lawrence a toujours été là. Et en fin de saison, avec le changement de coordinateur défensif, on a vu des flashs d'Abdul Carter Jr. qui étaient beaucoup mieux. C'est une équipe qui statistiquement est un petit peu mieux que les autres équipes de sa division, notamment l'équipe dont on va parler après. L'instabilité pose question, certes, mais le quarterback est trouvé, les skills players sont trouvés. Ils ont trouvé le chemin de l'infirmerie. Et juste une chose, on a quand même avec un left tackle, Andrew Thomas, qui lui, effectivement, fait en sorte de stabiliser la ligne. Donc, il va y avoir des choses. Avec un 5e choix de draft, on va pouvoir faire quelque chose et on va pouvoir continuer la progression. Cette équipe, elle est vraiment pas très très loin. Et il ne faut pas oublier qu'elle a perdu beaucoup de matchs en 4e quart-temps. C'est ça le jouer au hockey sur glace. Mais surtout, c'est une équipe qui en fait a beaucoup perdu de matchs de une possession. Donc du coup, tu vois, ça peut très vite basculer dans un sens comme dans l'autre. Tu me diras, heureusement qu'ils jouent pas au curling, parce qu'il y aurait 9 manches, et s'ils sont mauvais à partir de la 3e, tu vois, c'est déjà pas mal. Au curling, c'est 10, et c'est au baseball 9. Oui, ou 10. Donc ça dépend, parce qu'en double mixte, c'est 8, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Ouais. C'est pas important. Alors, comment tu t'y connais en curling alors que tu fais jamais le ménage? Ça, tu n'en sais rien, mon cher. Mais j'ai une question pour toi juste après. Je reviens vers toi, mais avant, Bertrand va nous donner son analyse et sa note. Du coup, tu n'as pas donné ta vraie note? 3. 3, ouais, c'est mieux. Vas-y, mon Bertrand. Oui, écoute, moi, personnellement, je vais quand même être beaucoup plus objectif, beaucoup plus nuancé, sensé que mon comparse Yaya, pour le coup. Tout à fait, ça changera. Pour le coup, je vais mettre un 7 sur 10, comme les 7 victoires que j'attendais. Non, je plaisante. Donc, je ne vais pas mettre du 7 sur 10, c'est tout à fait faux. Non, j'étais sur... moi, j'étais un peu plus généreux que Yaya. J'étais sur un petit 4 sur 10. Parce qu'au final, si on parle d'espérance et de ce qu'on attendait de la saison, on était à peu près là-dessus. Donc, on peut pas dire qu'on avait de gros espoirs. On a bien vu que c'était une franchise qui était construite de briques et de broc de nouveau durant cette période-là. On n'avait plus trop d'espoir réellement avec Brian Daboll. Il avait fait un coup en essayant de faire venir Russell Wilson. Puis après, on ne savait plus trop qui allait être QB starter entre Jameis Winston, Russell Wilson, Jackson Dart. Au final, on a eu un peu de tout. On a eu un potage qui a été fait durant toute la saison entre l'un et l'autre. Voilà, avec des moments de fulgurance, des choses intéressantes parce que Jameis Winston, par exemple, nous a fait plaisir sur quelques jeux. D'ailleurs, voilà, je trouve qu'il insuffle dans un vestiaire un bon état d'esprit, une positivité qui fait plaisir à voir. Donc, pour le coup, le garder, voilà. Après, Russell Wilson, c'était une erreur de casting. Bon, c'était un énième essai de sa part et rien n'a pris. Et d'ailleurs, au final, c'est là qu'on se rend compte que l'importance du QB starter dans une équipe, parce que du moment que c'était lui, j'ai l'impression que les joueurs de O-line se donnent pas forcément moins volontairement, mais dans la tête, dès que ton QB n'est pas celui que tu voudrais qu'il soit, t'es moins énergique sur la protection. Donc, au final, à la suite, dès que Jackson Dart était dessus sur le terrain, on a pu voir une O-line qui était bien meilleure, alors que c'était les mêmes participants à la O-line. Donc, c'est vrai que ça a joué énormément.
Andrew Comment? Thomas n'était pas là en début de saison. Et il y a aussi une chose qu'il faut quand même dire, c'est que si Jackson Dart est arrivé aussi vite, c'est parce qu'il y a eu des flashs qui ont été vus dans les matchs qu'il a joué en tout début de saison, notamment le deuxième ou troisième match, je ne sais plus qui c'était. Et surtout, c'est que Russell Wilson, à partir de la week 3, est complètement défoncé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus jouer. Il n'est plus en Oui. état de jouer. Oui, bien sûr, mais ce que je veux Et dire, c'est pour ça qu'il est QB3. Il n'est même plus QB2 parce qu'il est blessé. Oui, bien sûr. Alors après, ça, j'ai pas refait l'historique de ce qui s'était passé durant la saison. Après, là, Non, t'embête pas. Hein. Oui, voilà. Je parlais simplement d'une ambiance générale dans différentes franchises quand la O-line fait avec un QB en qui elle ne croit pas forcément. Donc, c'est vrai que par la suite, quand Jackson Dart, bah oui, pour les raisons que tu viens de développer, a dû être sur le terrain, on a vu même avec Andrew Thomas, bien sûr, et qui est un élément important, mais on a vu des joueurs, et ça se démontre sur plusieurs franchises, qui, dès qu'ils ont le QB qu'ils veulent, se donnent beaucoup plus, sont beaucoup plus énergiques, et au final, ont une protection bien meilleure. Donc, parce que eux-mêmes se rendent compte que le QB est capable de bouger, de sortir de sa poche et de pas les mettre toujours sur le devant de la scène à dire la O-line a encore été mauvaise sur ce coup-là. Voilà. Mis à part cet élément-là, on a eu, franchement, moi j'ai senti cette saison, comme je dis, briquet de brogue. On a Devin Singletary qui était un ancien bis qui était là, qui a fait quelques portées. Après, il y a eu Cam Skattebo qui nous a montré justement, comme tu as bien dit, Yaya, des éléments de jeunesse, mais qui s'est blessé très vite. Grave blessure d'ailleurs pour le coup, mais sa façon de jouer est pas très très prudente non plus. Jackson Dart non plus. Donc tous ces éléments-là, ça donnait un souffle à la franchise. Le fait qu'elle était plaisante à avoir joué. Voilà. Et au final, c'est ça qui a fait plaisir aussi de voir cet élan qui a été donné. Et en plus, sans Malik Neighbors, qui lui aussi est parti sur une grave blessure. Donc, un peu à l'instar des 49ers qui ont beaucoup de joueurs blessés, nous aussi, on a été victimes quand même de beaucoup de joueurs blessés, des joueurs majeurs, ce qui ne te permet pas de faire non plus une saison dithyrambique. Sachant que malgré tout ça, on a toujours été... Oui, dithyrambique, oui, pour le coup. Non, parce que tu as dit dithyrambique, donc ouais. Il a dit tyrambique. Voilà. C'est vrai. Mais je voudrais faire Vince de première langue, mais j'en suis qu'à Vince seconde langue. Tyrambique, il le passe pas, Vince. Ouais, mais Vince seconde langue, c'est déjà bien. T'es entre CM2 et CE1 et c'est déjà bien, tu vois. Donc... Alors moi, j'ai une question pour Flav. Est-ce que tu as bu de la cristalline? Non. Ah, voilà. Ouais. T'aurais pu crier Staline, du coup, tu vois. T'avais fini, mon Bertrand? Je finis très vite. Au-delà de tout ça, tu as déjà bien développé en défense sur les joueurs qui se sont démarqués durant la saison. Il y a toujours une faiblesse quand même dans les postes du defensive back au niveau des Giants durant toute la saison. Donc on sait sur quoi, à mon avis, ils vont s'orienter également. Mais enfin, pour terminer, mais malgré tout, je trouve que les receveurs, même avec Wan'Dale Robinson, se sont plutôt bien débrouillés durant la saison, malgré tout, parce que lui, Wan'Dale Robinson finit quand même à 1014 yards et a été révélé du fait d'avoir un bon lanceur également avec Jackson Dart. Donc, on sait... Kafka a fait des tracés pour lui, ce qui n'était pas le cas. À partir du moment où Dabble était là. Non, mais je suis d'accord. Wan'Dale Robinson, c'est la bonne surprise de la saison. Voilà. Et alors, au final, pour terminer là-dessus, on n'est pas surpris trop du résultat. Moi, j'ai mis un 4 parce que j'ai vu des bonnes choses en devenir et des très bonnes choses puisque, on va mettre toujours un conditionnel puisqu'il y a eu un changement de coach pour l'année prochaine qui devrait être décisif et qui devrait mettre une patte différente. Maintenant, est-ce que tout ça va prendre? C'est la bonne question. Nous verrons ça en 2026. Enfin, en septembre 2026. Mon cher Yaya, j'ai une question pour toi en 1 minute. Tu as un petit chrono au-dessus de la... C'est vraiment, faut que tu tiennes en 1 minute. T'es prêt? Pourtant, c'est une question de philosophie. Hein. Est-ce que pour toi, si Jackson Dart et Cam Skattebo avaient joué toute la saison, est-ce que le bilan aurait été meilleur? Est-ce que même les Giants auraient pu espérer viser bien plus haut? Pas plus haut, mais ils auraient gagné peut-être quelques matchs en plus. Mais c'est pas si le bilan de cette année, c'est pas si grave. Moi, c'est
ça me dérange. En fait, le bilan me dérange pas, en fait, parce que c'est beaucoup de défaites imputables, évitables. Il y a des défaites qui sont évitables. Moi, je pense que c'est pas une question de skateboard, c'est pas une question d'art. Mais je pense qu'il y a les bases et ça peut tourner très vite. Comme d'ailleurs je le dis souvent, en NFL, les équipes elles sont vraiment très très proches les unes des autres. Il y a très très peu d'équipes qui sont très très mauvaises. Donc je pense que c'est vraiment de l'élite pure et dure. Donc ça peut basculer avec des petites choses et des petits ajouts. Et je pense que les Giants ne seront pas si loin que ça dans les années à venir. Très bien. On passe aux Washington Commanders, les copains. Les Commanders de Washington qui avaient connu une belle saison 2024. Ils avaient été même en playoff, en finale de conférence. Et cette saison, ça a été beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, mon Bertrand. Ta note et ton appréciation. Pour les Commanders, effectivement, moi là j'étais plus sur un 3 sur 10 pour le coup. Plus compliqué parce que, comme tu l'as dit, pour moi c'était vraiment le miroir des deux résultats, c'est-à-dire qu'ils ont fait à l'inverse de leur bilan de l'année dernière et le bilan de cette année, avec le même effectif, avec normalement les mêmes coachs, puisqu'on sait que c'est ça qui a aussi son importance. Et donc au final, on a vu que tout reposait exclusivement sur pratiquement un joueur, puisque la plupart de la saison, Jayden Daniels, le quarterback, a été absent sur blessure. Donc, est-ce que la saison dernière a été un trompe-l'œil au niveau des résultats, ce qui fait que ils ont surperformé par rapport à la réalité de la valeur de leur effectif? Ça, on ne le saura vraiment jamais. En tout cas, c'est quand même un premier signe indicatif, la manière dont ça s'est passé cette année. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, on a, comment on appelle ça, je pense, une défaillance du côté du coordinateur offensif pour apporter, je dirais, comme une variété dans le jeu. Donc qui a fait qu'au final, les Commanders se sont enfermés dans un jeu stéréotypé. Et après, donc, Marcus Mariota n'a pas su prendre le lead derrière pour pouvoir faire avancer cette équipe et amener un minimum de victoires durant l'année. Pourtant, on peut pas leur comment on appelle ça, leur enlever qu'ils avaient un bon jeu de course grâce à Ja'Cory Gross-Kemerit et Chris Rodriguez Jr. durant toute la saison, où ils font à eux deux 1300 yards à peu près à la course. Donc voilà, ils ont quand même su imposer leur style de jeu. Et après, ils avaient un playmaker quand même sensationnel avec Deebo Samuel et Terry McLaurin, mais leur talent n'a pas pu être mis en exergue avec Marcus Mariota, et c'est ce qui a aussi un peu plombé la saison. Également, vraiment l'élément moteur qui a plombé la saison, c'est quand même la défense des Washington Commanders vieillissante. Quand on se rend compte que l'un de leurs meilleurs joueurs a été Bobby Wagner durant la saison, alors qu'il a plus de 37 ans et l'un des meilleurs dans leur défense. Donc ça montre aussi que ça possède un problème. Et je dirais, pour la plupart du temps, sur toutes les catégories statistiques, sans les détailler une par une, mais que ce soit sur les passes et sur les courses, sur les pénalités, sur vraiment les jeux, les points encaissés, ils sont dans le dernier tiers au niveau du classement, voire en tutoie sur beaucoup de statistiques, la 31e, la 30e place. Voilà, sur une équipe qui était à 12-5 l'année dernière, 5-12, effectivement, on sent que la défense vieillissante a eu finalement son impact. Bon, Yaya, même question, ta note et ton appréciation. 3, non, j'ai mis un 2. Il se trompe dans sa note en plus. Oui, parce que j'avais mis 3, mais comme j'ai mis 3 aux Giants, beaucoup d'attentes, mais beaucoup de déceptions surtout dans cette équipe. Certes, des blessures, mais ça n'explique pas tout. Comme l'a dit Bertrand, il y a un vrai souci sur la défense, et après, la dépendance à Jayden Daniels. Là, me pose vraiment question par rapport à ça. Ok, c'est le playmaker. Ils ont essayé de le faire revenir. Il est revenu, il est parti. La gestion de sa blessure, c'est plus la gestion de la blessure pour moi qui est problématique que le fait qu'il soit pas là.
Après, il y a eu beaucoup d'investissements pour l'entourer pendant l'été. On a parlé de Deebo Samuel. Il y avait déjà Terry McLaurin, mais Terry McLaurin, il a joué que 10 matchs. Moi, je trouve que ça pose quand même pas mal de questions. Je ne sais pas en fait quel est le réel niveau de cette équipe. Est-ce que c'est l'an passé ou est-ce que c'est cette saison? Je pense que la vérité est un peu entre les deux. Moi, je mettrais quand même, enfin, j'ai quand même un warning et je vais regarder cette équipe pour savoir qui elle est vraiment. Parce que est-ce que c'est une équipe qui a fait un coup une année et puis derrière qui se repose, qui revient dans ce qu'elle a toujours été quasiment depuis son titre de 92. C'est ça, moi, en fait, la vraie question. J'ai beaucoup de mal à les lire. Et puis derrière, Daniels, il fait 8 touchdowns, 3 interceptions sur les 7 matchs qu'il fait. Justement, oui, vas-y. Ouais, vas-y. et puis, tu vois, ils ont tradé pour Laramie Tunsil. Ils ont, qui est un des bloqueurs stars de la ligue. Il y a, comment il s'appelle ils ont fait venir Deebo Samuel. Tu fais de gros investissements comme ça, tu te dis, voilà, la fenêtre de tir est ouverte grand pour essayer d'aller chercher. Ça devait être le contender numéro 1 de Philadelphie. Ça l'a pas été et c'est passé pas loin. Ils sont passés pas loin d'être le dernier de cette division et ça aurait été dramatique face aux Giants qui, eux, sont en phase de reconstruction. Eux, maintenant, ils sont dans l'étage 2 de la fusée normalement. Mais est-ce qu'ils retombent est-ce que le projet prend du plomb dans l'aile ou pas? J'ai la même question, enfin une autre question, mais sur le même principe que tout à l'heure, mon Bertrand, pour Yaya, donc réponse courte en 1 minute. Est-ce que pour toi, parce que là, Yaya l'a rappelé, Jayden Daniels, c'est 8 touchdowns et 3 interceptions sur les 7 matchs, hein, c'est ça qu'il a joué. Est-ce que pour toi, s'il avait joué toute la saison, le bilan aurait été nettement différent pour les Commanders? Nettement différent, non. Je pense qu'il a très bien dit, il y a une usure dans cette équipe et je pense à c'est pas une culture du moyen moins, mais c'est dur de dire ça d'une franchise qui veut essayer de gagner. Mais on dirait que comme il y a beaucoup de franchises qui sont abonnées à une certains résultats, malheureusement, je pense que aller de 5-12, il y aurait peut-être 7 ou 8 victoires, mais il y a peut-être les conditions du calendrier. Je ne sais plus sur l'année précédente s'il était plus dur ou moins dur par rapport à cette année. Aussi les matchs qui tombent, enfin la pièce qui tombe du bon côté. Donc les matchs que tu gagnes, on se souvient qu'ils avaient gagné sur une El Marie un match incroyable face aux Bears de mémoire. Voilà, et ça te lance aussi les joueurs, enfin lance le mojo, comme on va dire. Voilà, là rien n'a été. D'ailleurs le mojo, on l'a bien vu, c'était à l'inverse. Jayden Daniels qui se fait l'épaule, des blessures. Voilà, non, mais dire qu'ils auraient eu le même résultat, le même bilan que l'année d'avant, non. Je pense que pour moi, c'était un coup sur une année. J'ai peur que Dan Quinn, etc. Puis, de toute façon, ils ont viré de toute façon Kingsbury, le coordinateur défensif, et tout ça parti. Au final, je pense pas que ça va relancer les choses, on va dire, dans un autre sens aussi radicalement, en tout cas. Ouais, mais tu vois, ils auraient pu gagner plus de matchs, tu vois, notamment, tu vois, le match à Madrid contre les Dolphins, super contre les Dolphins, quoi. Surtout que c'est un match que les deux ont jamais voulu gagner, hein, celui-là, parce que ils se faisaient des cadeaux en quatrième. Et après, tu vois, tu perds contre les Falcons. Ça, c'est une honte. Ouais, non, mais voilà, tu vois, tu perds les Falcons, tu perds. Enfin, c'est impardonnable. Toujours un bon mot, Flav, hein, sur les Falcons. C'est gratos. C'est pour moi. C'est pour moi. Ça coûte pas cher et ça fait toujours plaisir. Et tu prends un 31-0 contre les Vikings. Les Vikings. Oui, mais ça, les Vikings, ils sont bons. Les Falcons, bon. Ils étaient bons cette année avec non, moi, je ne critique pas les Vikings. Je connais plein de fans des Vikings. Et je les salue bien bas.
D'ailleurs, je crois que Brice Jacques, André Coquin est fan des Vikings. Faudrait que je lui demande, mais il me semble qu'il y a un truc avec les Vikings. Bref, là n'est pas le sujet. Je salue Big Jack, bien évidemment, s'il nous écoute. Eh ben, on le salue également. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, passons aux Cowboys de Dallas. 7 victoires, 9 défaites, un match nul. Ne prends pas cet air dégoûté. Écoute, défonce-les dans la note et dans l'appréciation si tu veux, mais c'est le moment ou jamais. Prends pas cet air, j'ai pas envie d'en parler. On a bien parlé des Giants. Faut bien que tout le monde y passe, si tu veux que je te dise. Bon, donc les Cowboys de Dallas, ta note et ton appréciation, mon Yaya? -2? Non, c'est comme en Fahrenheit, hein, tu peux pas aller sous 0. D'accord, 1. Ah, d'accord. Alors en fait, dès le début, dès l'intersaison, c'est le bordel. De toute façon, cette franchise, c'est même pas un bordel organisé, c'est un bordel permanent. Virez-moi ce propriétaire gâteux qui fait n'importe quoi. Mais tu mets tout sur CeeDee Lamb, l'agneau, tu mets tout sur Prescott. Résultat des courses, t'as plus de défense, t'as plus de ligne. Et on gagne pas. Eh ben voilà, écoute, c'est le bordel. Et le pire, c'est qu'ils gagnent des matchs pour remonter, pour perdre des tours de draft, enfin une bonne place des à la places draft. dans la draft. Ouais. Donc voilà, il y a rien. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? En plus, le drama que ça a été pour Micah Parsons pour après faire un trade à mi-saison pour récupérer un rusher. Non, mais, pour toi, le départ de Parsons à l'intersaison, c'est ce qui fait déjà tourner la saison avant même qu'elle commence. Ah oui, ça a foutu le bordel pendant toute l'intersaison. On n'a parlé que de ça du côté. Et tu veux pas le re-signer, tu re-signes pas, ok. Et après, tu le fais partir plus tôt. T'attends pas le dernier moment, savoir va jouer, va pas jouer. Donc, tu le fais. Et surtout, si tu décides que ta défense, ça va, tu vas pas trader après le tour de draft que tu as récupéré pour récupérer un rusher, puisque tu l'avais, ton rusher. Tu l'avais. Et surtout, c'est pas tant Micah Parsons en tant que tel, c'est le symbole et le message que tu donnes à ton équipe. Donc pour moi, ça, c'est ça en fait le vrai problème. Et il en a fait une question de principe. L'année, l'année d'avant, ça avait été pareil. Ils avaient attendu le dernier moment pour re-signer, à force de jouer au poker menteur et ne pas considérer ses joueurs. Voilà ce qui se passe avec Jerry Jones. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est le manque de considération dans ses joueurs. Et quand tu es joueur des Cowboys, tu sais que tu peux pas avoir confiance dans ton propriétaire / general manager. Et en fait, tant qu'il sera là, c'est pas possible. Donc, pour moi, en fait, c'est pas les résultats le problème de Dallas. C'est tout l'environnement. Alors, on sait que c'est l'America's Team, mais quand même, ils se mettent le feu tout seuls. Donc, moi, enfin, c'est une équipe de ma division. Plus elle est dans le marasme, mieux c'est. Mais quand tu vois qu'en défense, ils sont antépénultièmes. Je reconnais bien là, vouloir le malheur des autres. Le malheur des autres. Alors attends, juste un truc. Tu es pour le bonheur des Falcons, peut-être? Tout à fait. Oui, bien sûr. Mais je sais qu'ils sont heureux dans la défaite, donc oui, je suis pour leur bonheur. Tout à fait. On salue Jordan. Voilà, je salue Jordan. Mon Bertrand, ton appréciation et ta note pour les superbes Cowboys Dallas Falcons, je veux dire. Oh, le mix, t'imagines? Bref. Oh la vache, l'horreur, toi. L'angoisse. Ils ont à peu près gagné autant de matchs de playoffs ces 30 dernières années. Tu me diras, entre Dak Prescott et les playmakers qui en attaquent chez les Falcons, ça pourrait donner quelque chose de sympathique. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, toi, tu as placé en TP-8e, je n'ai pas encore placé Rachid Shahid, mais maintenant, c'est fait. Voilà, comme ça. Non. Je t'interdis de le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Rachid Shahid. Voilà, c'est devenu l'hymne. Hein. Voilà. Tous en chœur dans le Discord, chantons de la gloire de Rachid Shahid tous les jours de la semaine. Pour Wake. Rachid Shahid. Dédicace pour toi, oui. Voilà, c'est un spécial. Mon Bertrand, donc ta note et ton appréciation? Alors, moi, j'étais sur un 3 et je suis passé à 4 sur 10.
Juste parce qu'il a écouté Yaya. Non, du tout. Non, parce que au final, moi, ils m'ont fait plaisir en attaque. Alors, oui, je sais bien, on peut pas dire, c'est du football américain. On est sur un match où on doit être performant en attaque et en défense. C'est ce qui fait aussi, qu'on appelle ça, que les équipes sont performantes, etc. Mais bon, malheureusement, il y a des équipes qui sont sur un décalage comme ça entre attaque et défense. Ils ont été excellents en attaque parce que c'est vrai que là, Yaya a fait une diatribe assez importante sur le propriétaire. Je le rejoins d'ailleurs là-dessus, évidemment, ainsi que sur les éléments de défense. Mais si on parle 2 minutes de l'attaque, globalement, voilà, on ne peut que donner du crédit à un Dak Prescott qui sort 4552 yards, voilà, avec 67,3% de complétion, 17 matchs joués. Enfin, lui, voilà, c'est un mec sur lequel on est tombé souvent du côté de Dallas ou du reste de la ligue en disant que c'était pas un mec qui pouvait gagner des titres, etc. Mais il n'est pas servi non plus. Oui, mais il n'est pas servi non plus avec ce qu'il a autour de lui. Je parle dans l'environnement des Dallas Cowboys et justement de ce que tu disais à propos de Jerry Jones. Donc c'est tout à fait louable de sa part de se démener dans un marasme pareil. Alors, il a été pas tout seul. Il y avait Javonte Williams à 1200 yards, 4,8 de moyenne par portée. Lui aussi, d'ailleurs, qui a re-signé un contrat pour le coup. Et ça, c'était quelque chose de bien à voir. La ligne offensive qui permet aussi tout ça à Dak Prescott, à Javonte Williams, à CeeDee Lamb, à George Pickens de pouvoir recevoir des ballons. Donc, il y a quand même du positif dans tout ça. Et donc, je n'oublie pas de nommer George Pickens à 1429 yards et CeeDee Lamb à 1077 yards cette année, qui sont les deux fers de lance de l'équipe. Donc voilà, au-delà du fait de donner des listes de statistiques sur chaque joueur, c'est pour dire aussi que ça, c'est peut-être mon côté fantasy aussi du jeu fantasy qui fait que j'aime bien, c'est que voilà, c'est une équipe typiquement fantasy avec des individualités qui ressortent du lot et qui jouent en attaque et qui sortent des matchs à 40 points de moyenne. J'exagère, hein, c'est peut-être 34, 35, mais enfin, il y a eu beaucoup de matchs où ils ont sorti 40 points facilement, mais ils en ont pris autant. Bon, c'est un petit peu le souci. Donc, c'est vraiment une équipe à miroir. C'est très bon en attaque, très mauvais en défense. Pour terminer là-dessus, oui, je rejoins Yaya. C'est le gros problème, c'est Jerry Jones, c'est un poison. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, je pense que vous aviez vu les infos à l'époque, mais il y a des joueurs peuvent s'épancher en disant oui, j'ai quitté telle franchise, mais parce que voilà, ça n'a pas été là-dessus. Mais enfin, en restant tout à fait nuancé. Micah Parsons, il n'a pas été nuancé du tout. Il a quand même dit que les 3 derniers mois avant d'arriver chez les Green Bay Packers ont été les 3 pires mois de sa vie en termes psychologiques. Alors après, on peut me dire oui, c'est des joueurs, ils peuvent en faire des tonnes, mais quel était l'intérêt au final de faire tout ça? Si ce n'est qu'il a dit le témoignage d'un homme qui a dû peut-être souffrir psychologiquement. Parce qu'on sait que la souffrance psychologique chez les joueurs NFL, c'est pas rien parfois. Tout à fait. Quand on voit les récentes actualités de certains joueurs, voilà, on va pas tout redécrire, mais de ce qu'ils ont fait comme geste désespéré récemment. Bon, voilà, c'est qu'il y a une souffrance psychologique. Donc, là, je rejoins. Quand on prend l'image quelquefois de Jerry Jones dans son bureau, il y a des montages qui sont faits où on voit l'étoile et puis qu'on a l'impression qu'on est Star Wars avec l'empereur Palpatine derrière et qu'il a ses sbires autour. Franchement, on n'en est pas loin. On a l'impression qu'il y a une omerta de là-bas, qu'on est sous un régime mafieux à la limite et que les décisions sont prises sans réflexion et qu'au final, voilà, comme tu as dit, on a fait venir Keenan Williams des Jets en plein milieu de saison. Et puis, on n'a pas vu de différence, puisque de toute façon, la défense était aux fraises. Donc, un 4 sur 10 pour rapport à une attaque qui nous a fait plaisir, en tout cas. Et juste un truc comme ça, en passant, tu parlais de joueurs en défense, DeMarcus Lawrence. Parti chez les Seahawks de Seattle, qui était chercher sa bague, lui. Ben ouais. Et je peux dire qu'ils sont bien contents à Seattle de l'avoir récupéré. Tout à fait. Non, mais c'est un joueur de plus, tu vois. Qui a témoigné, d'ailleurs, tant que j'y repense, parce que ça me revient maintenant, qui a témoigné aussi de son mal-être et du fait qu'il était plus que content d'avoir quitté ce bourbier de Dallas pour arriver chez les Seahawks. Il voulait rester. Il adore cette franchise. Oui, il voulait aller au Moyen-Orient pendant un moment pour faire le Lawrence d'Arabie. Oui, il adorait la franchise. Mais c'est du fait d'adorer la franchise et du fait de la déception de ce qui s'y passait qu'après, il a dit qu'il était bien heureux de partir.
Ouais, tout à fait. Mais depuis le Super Bowl de 1995, force est de constater que c'est n'importe quoi cette franchise. Tout à fait. Et Ouais, moi, Schottenheimer va devoir se débattre là-dedans pour réussir à mais, contenir les décisions de son proprio où il ne doit pas toujours être d'accord et le fait après d'avoir un discours de ses joueurs en disant mais on croit en vous, etc. Enfin, mais, c'est mais, compliqué, quoi. mais tu sais quoi, on va voir. Parce que Mike McCarthy, qui est coaché avant Schottenheimer, est parti à Pittsburgh dans un environnement pas facile. Mhm. Il revient chez lui et on va voir s'il arrive à tirer quelque chose de son effectif ou pas. Parce Mhm. que là, est-ce que c'était le mauvais choix de casting? Parce que est-ce qu'il y a des coachs qui ne veulent pas y aller à cause de Jerry Jones ou pas? C'est possible. C'est même certain. Et moi, tu vois, parce qu'en fait, lui, en plus, il veut cumuler le rôle de propriétaire et de GM. Mhm. C'est Tout plus à la fait. même chose. En fait, le sport, il a changé depuis. En fait, tout s'accélère depuis une quinzaine d'années. Tu vois, les façons de recruter, avec les façons d'analyser les matchs. Les analytics, c'est dans tous les sports. C'est-à-dire que maintenant, c'est que des data sur data. Est-ce que ils y sont passés ou pas? Je ne sais pas. Et moi, en fait, ok, c'est une équipe qui est restée bloquée dans les années 90. C'est ça, tout à fait. Et oui, ils vont gagner des divisions, ils vont en gagner parce que ça marche avec l'attaque. Tu vas gagner des matchs, tu vas faire des saisons à 10, 12 victoires. Pas de souci, tu vas en faire, ils vont en faire. Moi, je m'inquiète pas pour eux. Arriver en playoff, c'est trop léger des pattes de derrière. Mhm. Ah, ça, les pattes de derrière. Hein. C'est toujours léger. On va passer aux aigles. En parlant de pâtes, les aigles de Philadelphie. Pat McAfee. Pas ta fille. Et quoi? Qu'est-ce Pat, qu'il dit? Pat McAfee, Oui, ok, très c'est bien. l'ancien punter Oui, non, mais non, qui est, merci, je ne connais pas de McAfee. qui est une émission. Oui, mais Tu ça sais, va. où il est en Marcel, comme toi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il est gentil, hein, des fois, vous savez. Bon, il faut qu'on le sorte, hein, c'est comme ça. On comprend pas tout ce qu'il dit, mais on l'aime bien quand même. Les Eagles de Philadelphie, donc, je disais, qui termine champion de cette division NFC Est avec un bilan. J'ai perdu le bilan. J'ai le bilan des Eagles de 11-6 Philadelphie. 11-6, voilà. et Et 3-3 3-3 dans la division. Et puis pas grand-chose à tirer en playoff, mais ça on va y revenir. Mon Bertrand, quelle est ta note et quelle est ton appréciation pour ces Eagles de Philadelphie que tu portes haut dans ton cœur? Oui, non, mais alors ça, c'est me prêter beaucoup de fielleux. Je sais pas si fiellosité existe. Hein, j'utilise un Fais une mot que, vicissitude. ouais, que Vince aurait pu dire, ou en tout cas un mot qui te revient souvent de la part de Yaya, mon Oui, Flav. viles accusations. De viles accusations. Alors, ma note pour les Eagles, 5 sur 10. Parce qu'au final, je trouvais leur année tout à fait insipide, on va dire, dans la façon de jouer, dans la façon d'être dans les médias, dans la façon des résultats, et puis même dans la façon dont le match s'est déroulé lors de leur wildcard face aux 49ers, c'est-à-dire une équipe qui est sur le terrain pour être très conservateur, également gagner. Parce que gagner, ça, ils en ont gagné, hein, il n'y a aucun souci. Maintenant, les fans des Eagles ont dû bien s'ennuyer en regardant les matchs. Ça aussi, ça n'a pas été vraiment la folle joie à la fin de chaque rencontre. Mais au-delà de ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jalen Hurts, il fait ses matchs, mais bon, c'est toujours très très poussif. Ses détracteurs, il n'a pas aidé à ce que ses détracteurs se calment. Hein. Je pense que d'ailleurs Yaya en est le premier également vis-à-vis de lui. Voilà, ça a manqué complètement de fantaisie. Les stats se retranscrivent dans le style de jeu. De toute façon, on le voit bien. Il y a beaucoup trop de pénalités des deux côtés du terrain. Ça, c'est sûr, c'est un élément aussi que j'ai pu noter. Voilà, que ça soit en attaque ou en défense, la défense octroie beaucoup trop de pénalités et l'attaque en crée trop aussi également. La défense a été très permissive sur le jeu de course. Ils ont été 25e en moyenne. Donc, si je prends la moyenne, le nombre de courses et le nombre de tentatives,
Voilà. Au final, ils se sont qualifiés en play-off. Ils n'ont pas convaincu. Le résultat où ils sont arrivés était tout à fait normal. Mais sur le style de jeu dans sa globalité, on ne peut dire qu'une chose, c'est que, au final, ils étaient là où on les attendait. Je veux dire, parce que moi, j'y croyais pas en cette deuxième année à Saquon Barkley dans les hautes stratosphères. Et puis, de toute façon, l'élément déclencheur également qui a montré qu'il y avait des gros problèmes dans cette équipe, c'est l'attitude d'Edgy Brown au niveau vis-à-vis de son coach, vis-à-vis de la franchise et de ses déclarations tout au long de l'année, parce que justement, il voyait jamais le ballon au final. Et ça, un wide receiver numéro 1 se plaint toujours, de toute façon, quand il n'y a pas. Mais de là à s'invectiver avec son entraîneur, au final, voilà. Et puis, comme vous savez, mon amour que j'ai pour Nick Sirianni au final, hein, qui est le phare au milieu de l'océan et qui guide les bateaux aussi facilement, je dirais qu'on commence à voir ses limites, des limites qui, quand l'effectif est là, peut-être de talent, mais qu'au final, c'est pas cohérent globalement dans tout, tu as tes limites de ton coaching où au final, tu n'es qu'un faire-valoir sur le bord du terrain qui essaie de faire en sorte que tout clique bien ensemble. Voilà. Mon Yaya, ton avis et ta note? Moi, j'ai mis un 6. Plutôt saison décevante, mais au lendemain d'un Super Bowl, c'est compréhensible. Je pense que l'usure mentale après avoir gagné, remettre le blood chauffe, c'est toujours un peu compliqué. Il te manque toujours un petit. Surtout qu'ils jouent en vert. Oui, mais il manque peut-être la petite fin nécessaire pour gagner certains matchs. Après, moi, il y a des choses que j'ai notées dans cette équipe. Effectivement, tu en as parlé de Jalen Hurts. Bon, le truc, c'est que quand tu l'as sur le terrain, tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu n'as pas. Et effectivement, ça crée des frustrations avec les receveurs, notamment AJ Brown, qui, soi-disant, serait déjà sur le départ. Après, Saquon Barkley, l'an passé, avait fait une saison stratosphérique à plus de 2 milliards. Là, cette année, c'est limité à 1140 yards. Moi, je trouve que ça vient surtout de la ligne et surtout de la blessure. On n'en a pas assez parlé de la blessure de Lance Johnson. Lane. Il n'y a pas de Lane. Il nous a fait une vitesse. Oh là là, il est contaminé. Il est contaminé à distance. C'est pas bon, ça. C'est le RC Lens, mais ça, il joue à beau large. Voilà, ouais. Mais c'est parce que c'est beau. Mais oui, Lane Johnson, qui a été blessé une grosse partie de la saison, qui est revenu, et ça fait plusieurs saisons qui se blesse en cours de saison, qui ne fait pas des saisons complètes. Et ça s'est ressenti dans la production de Saquon Barkley. Moi, c'est une équipe où j'aurais toujours du mal à parier. En revanche, ils voulaient faire une dynastie. Ça va être compliqué parce que niveau cap space, dans les prochaines années, l'année prochaine, ils sont tranquilles, mais c'est les années suivantes où ils vont être obligés ils vont avoir des gros contrats qui vont arriver avec des structures de contrats où ils doivent payer un petit peu plus tard. Donc, 2027-2028, ça va être très très compliqué. Il va falloir restructurer du contrat et on sait que leur GM est particulièrement fort pour ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, c'est par rapport à ça. Ensuite, la défense a été problématique pour moi, puisque ils n'ont plus été au niveau où ils étaient les années précédentes, et ils ont pris beaucoup plus de points qu'à l'accoutumée. Ils sont sur plus de 22 points de mémoire, non, 19 points encaissés, pardon, et 314 yards en moyenne. C'est un petit peu trop par rapport à leur standard. Et ça va être vraiment quelque chose à suivre. Comment ils vont pouvoir renforcer cette défense? Et surtout, moi, le vrai problème que j'ai avec eux, c'est comment ils vont gérer le départ de AJ Brown. Vous avez donc donné à vous deux une note de 5,5 sur 10 et je vais terminer avec cette question. Je vais vous laisser cette fois tous les deux 1 minute pour répondre, chacun votre tour.
La question, elle est très simple, mon Bertrand. Est-ce que finalement, les Eagles de Philadelphie ne sont pas un champion de la NFC Est un peu par défaut cette année? Parce que c'est pas faute qu'il y ait eu une meilleure équipe. Parce que c'est pas parce que les autres ont été décevants que finalement ils sont champions. Oui. Oui, parce que en rejoignant un peu les propos de Yaya, si tu veux, l'équipe, elle est construite chez les Eagles pour objectif Super Bowl. La façon dont Howie Roseman gère tout seul, le general manager, de toute façon, c'est je veux pas foncièrement être spectaculaire, je veux gagner. Donc, le touche-push permet de gagner. Le fait d'avoir un bon jeu à la course permet de gagner. Le fait de peut-être qu'on va faire que des passes mid-terrain permet de gagner. Et ça fera faire que à Devonta Smith 1008 yards et à Gibran 1003 yards, pardon. Voilà, tout est fait pour ça. Et après, donc, au final, ça, c'est le style de jeu. Et après, oui, il y avait les adversaires de division qui n'ont pas, les Giants, on savait ce qu'on attendait. Les Commanders, malheureusement, ils sont plantés alors qu'on les attendait plus haut. Voilà. Et après, les Cowboys, ils ont ce problème de disparité entre les deux côtés du terrain qui fait que ils pouvaient gagner, mais de beaucoup, mais perdre également facilement. Moi, je te dirais que oui. Oui, parce que s'il y avait eu vraiment une adversité ou un des trois autres qui sortaient du lot, ils seraient champions de division. Bon, Yaya, même question. Un peu dur de dire ça comme ça, parce que je pense qu'ils sont allés la chercher, parce ils ont plus de talent des deux côtés du ballon que les autres. En fait, ils sont plus équilibrés que les trois autres équipes. Après, effectivement, ils n'ont pas été challengés. Je suis un peu mid. Je trouve que c'est un peu dur de dire que c'est par défaut, parce qu'ils ont été la chercher. Ils sont quand même 3-3 sur la division, quoi. Ils n'ont pas dominé la division de la tête et des épaules. Oui, mais ça, c'est toujours comme ça. Tu sais très bien que les matchs, même si tu sais qu'ils vont gagner, il y a un partage qui se fait. Il y a des matchs, tu t'es carrément capable de dire, tiens, les Giants ont gagné contre les Eagles. Ouais, mais on sait que la prochaine confrontation, on sait pas pourquoi, c'est irrationnel. Mais on sait qu'il y aura pas un 2-0, quoi. On sait ça a souvent fini en 1-1 entre chaque équipe parce que les joueurs se donnent plus, parce que c'est le match de division, parce qu'il y a une envie supplémentaire de ne pas avoir après les mecs qui te charrient un peu plus tard en disant « Ah, t'as vu, je t'ai bien eu cette année. » Tu vois, entre eux, et ça finit en 1-1. Et moi, tu vois, je partirais pas là-dessus. Moi, je partirais des 11 autres matchs où ils ont gagné toujours Kaya si on regarde tous les résultats. Et puis moi, je trouve qu'au final, c'est ce qui me fait dire aussi que s'il y en avait eu un autre dans la division qui n'avait pas planté, il serait passé devant. Il serait passé devant les Eagles. Voilà. Et je dis tout en étant objectif et en retirant l'histoire de rivalité de division parce que je suis un Giants. Rien à voir. Je fais juste un constat objectif en disant que cette année, ils auraient pu se planter s'il y avait eu un vrai contender face à eux. Merci les amis pour cette review. On n'a pas donné la note de la division. Ah pardon, la note de la division. Effectivement, note de division. Yaya, vas-y. Moi, j'ai mis un 4 sur la division parce que même si elle est historique, il n'y a qu'une seule équipe en positif. Tu ne peux pas faire autrement. Et le 4, il est cher payé parce que je pense qu'il est plus près du 3. Bon, Bertrand 4 aussi, parce que j'avais fait un 3, un 4, un 4 et un 5, et puis je fais comme une moyenne. Je fais un 4, et puis ça reflète bien tout ce que nous ont montré les équipes de cette division. Très bien, alors vous voulez une bonne nouvelle, les amis? Est-ce que vous voulez une bonne nouvelle? On est toujours adepte des bonnes nouvelles. Allez, on fait les divisions Ouest la semaine prochaine. Alors, on fait les divisions Ouest, mais en plus, on fait un troisième podcast la semaine prochaine. Et oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et on en fait un troisième. Pourquoi? Parce que c'est en train de s'agiter dans la free agency, dans les trades, dans tout ça. La nouvelle saison commence mercredi prochain officiellement. Elle s'ouvre. La nouvelle saison, la saison 2026 commence mercredi de la semaine prochaine. Et donc, on va faire un point sur les premiers mouvements qu'on pourrait voir dans la free agency, sur les premiers trades qu'on a déjà vus. On pense à Trent McDuffie, par exemple. Du côté des Rams. Voilà, on va essayer de faire un petit point sur tout ça, sur tout ce qui pourrait bouger. Alors, on va pas pouvoir parler de tout le monde.
Voilà, on va pas pouvoir parler de tout le monde parce que ce serait beaucoup, beaucoup trop long. Mais on va essayer de prendre 4 ou 5 cas et de se pencher dessus pour la semaine prochaine. On va sans doute parler de David Montgomery, de Trent McDuffie, de Kyler Murray qui pourrait bouger aussi à l'intersaison. Bref, DJ Moore, pourquoi pas, DJ Moore qui est Moore. passé chez les Bills. Voilà. Et On va juste un parler truc, si tu parles de cas, on va forcément parler de 2000. Lamar. Oui, ou de K2000. Oui. Bref, allez, on est parti. On vous souhaite à tous un excellent week-end. Bien évidemment, suivez les actus NFL comme d'habitude. Et puis on se retrouve, nous, en début de semaine prochaine. Sur nos réseaux sociaux, sur notre nouveau compte Ah oui, Instagram. sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X. Bref, vous nous suivez absolument partout. Vous pouvez même suivre First Speech, vous pouvez suivre N1. Quelque chose me dit que rapidement, vous allez les retrouver. J'ai une intuition. Ah bah oui, bientôt on retrouvera N1. Une intuition. On le hume. Oui, on le sent de loin. C'est ça le problème avec Yaya. Allez, bon week-end à tous. On se dit à très vite. Salut tout le monde. Ciao, à bientôt. Ciao.